Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 8 octobre, bienvenue dans votre JT. Parmi les titres de l'actualité dans l'Aube, le Chaours qui fête ses 40 ans. Pour être précis, c'est l'appellation d'origine contrôlée qui a 40 ans. Et vous le verrez, le Chaours commercialisé dans le monde entier aujourd'hui a une origine bien plus ancienne. Toujours côté patrimoine, le vitrail. Il est au cœur des discussions d'un colloque sur l'art sacré en ce moment à Troyes. Ce matin, les spécialistes organisaient une visite à la cathédrale ainsi que dans les églises Saint-Nizier et Saint-Pantaléon. À l'occasion de prendre conscience de ce patrimoine plutôt exceptionnel. Et puis les nuits de Champagne, elles ont déjà démarré pour des lycéens troyens. À la demande des festivaliers, des élèves de seconde du lycée chrétien de Troyes ont participé cette semaine à un atelier d'écriture. Cet après-midi, c'était l'heure de la représentation. Mais on commence ce journal par un fait divers, rue Kléber à Troyes. Les secours ont été appelés dans l'après-midi. Sur place, une femme a été retrouvée morte dans son appartement au dernier étage du 72 de la rue Kléber. Donc, selon les premiers éléments, cette femme de 42 ans aurait été battue à mort par un homme qu'elle voyait régulièrement. Le SAMU, les pompiers ainsi que la police se sont rendus sur les lieux de l'homicide. L'homme encore sur place à l'arrivée des secours a été arrêté. Il a été emmené menotté vers le commissariat de Troyes. Des images plutôt spectaculaires maintenant, celle d'une opération menée ce matin par la CGT de l'Aube, une opération porte fermée. L'action s'est déroulée au siège au bois du MEDEF à Rosières. Les grilles du syndicat patronal ont été enchaînées. L'objectif de la CGT était de durcir le ton et de faire monter la pression avant la grande manifestation prévue mardi. Toujours contre la réforme des retraites, le syndicat tient aussi à montrer par ce biais la responsabilité du MEDEF dans le projet de loi mené par le gouvernement. Écoutez David Morin, le secrétaire départemental de la CGT. Il est au micro de Jonathan Boisset. C'est pour montrer un peu notre détermination et puis que la pression monte dans l'esprit des militants, des syndiqués, des citoyens du département. Qu'on se mette comme ça la matinée ou la journée et qu'on déclare le MEDEF porte fermée, c'est quelque chose qui va trotter un peu dans les têtes et faire comprendre à tout le monde que le MEDEF a une grosse part de responsabilité. C'est quasiment un copier-coller du cahier revendicatif du MEDEF que l'on retrouve dans ce projet de réforme. On voit bien aussi le nombre de manifestants qui augmente à chaque fois et le 12 octobre, mardi prochain, à n'en pas douter, sera la plus grosse manifestation que l'on ait connue depuis bien longtemps dans le pays. Tous les indicateurs le démontrent. Autre image symbole, celle de Rocky Malunda. On vous en parlait hier, le père de famille savinien, un Congolais sans papier, a été libéré du centre de rétention de Metz. Il a retrouvé sa famille hier soir vers 20h. Malgré cette libération accordée par le préfet, la mobilisation continue. Pour éviter l'expulsion, son comité de soutien réclame maintenant sa régularisation. Dans ce sens, une promesse d'embauche a été décrochée. Rocky Malunda devrait travailler pendant 6 mois pour un groupe spécialisé dans l'environnement et le traitement des déchets. Le Chaours fête ses 40 ans, pour être précis, c'est l'appellation d'origine contrôlée qui a 40 ans. Elle a été délivrée le 19 août 1970, mais le fromage au bois à pâte molle est composé exactement de lait de vache à une origine bien plus ancienne. Dès le XIVe siècle, il figurait même à la table du roi Philippe le Bel. Christian Viera est allé retrouver cette anecdote au musée du Chaours, à Chaours évidemment, un reportage sur place. Il fut un temps où le Chaours n'avait pas de nom. Les premières traces de ce fromage remontent au XIVe siècle. Ce produit était élaboré de manière anonyme par des paysans dans des pots en terre. À cette époque-là, on ne jetait absolument rien, on utilisait tout ce qu'on avait. Dans le lait, il fallait bien en faire quelque chose. Donc ils en faisaient du fromage et puis aussi du beurre. Il faut attendre le XIXe siècle et surtout l'après-guerre pour que les négociants délivrent à ce fromage son nom et sa renommée. À la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu M. Hugereau, père, qui ramassait, il avait un camion, il ramassait les œufs, le beurre, les fromages qu'il amenait au hall de Troyes. Et il s'est dit pourquoi je n'installerai pas une laiterie et pourquoi je ne fabriquerai pas du Chaours. Donc c'est parti de là. Le nom, c'était très facile. Il était fabriqué à Chaours, donc on l'a appelé le Chaours. Le camembert, c'est pareil. Le séchage était réalisé dans ces paniers. 14 jours minimum sont nécessaires pour obtenir un bon Chaours. Et pour qu'on ait un bon Chaours, il ne faut pas que la croûte se décolle du reste du fromage. Puisque le Chaours, lorsqu'on le fait déguster entièrement. On n'enlève pas la croûte. L'appellation d'origine contrôlée a été obtenue en 1970
Aujourd'hui, 85 éleveurs fournissent les 20 millions de litres de lait nécessaires pour les 7 fabricants de Lyon et de l'Aube. Là aussi, c'est quand même très difficile à obtenir. Donc ça permet à beaucoup de gens de se développer et de faire connaître le département de l'Aube. Puis qu'on a l'AOC, le tonnage a progressé. On va dire que tout le monde consomme du chaours. Vous avez très peu de gens qui n'aiment pas le chaours. Non, moi je suis un conducteur de car qui emmène des clients visiter. Et à chaque fois que vous venez ici, vous prenez chaours? Ah bah oui, il est bon. Le chaours, ambassadeur de l'Aube, permet à ce musée du fromage d'accueillir plus de 8000 visiteurs par an. Il y a des Belges, il y a des Hollandais, dernièrement on a eu 2 Américains qui sont venus, un peu d'Italiens. Je trouve ça normal, je trouve qu'il a le succès qu'il mérite, je dirais, voilà. Ce succès, vous pourrez l'apprécier ce dimanche au musée du fromage, dont l'entrée sera libre exceptionnellement. Intéressons-nous maintenant à un autre pan du patrimoine au bois. Il s'agit du vitrail. C'est l'un des sujets majeurs d'un colloque organisé au Collège Saint-Bernard pendant 3 jours, un colloque sur l'art sacré. Ce matin, les spécialistes en vitrail organisaient une visite à la cathédrale de Troyes ainsi que dans les églises Saint-Nizier et Saint-Pantaléon, toujours à Troyes. L'occasion de redécouvrir ce patrimoine à la fois exceptionnel mais aussi méconnu. Reportage Jonathan Boisset. Si la cathédrale est un trésor architectural, elle en recèle bien d'autres. En lumière ce matin, les vitraux. Les participants à un colloque international consacré à l'art sacré ont découvert ses réalisations, accompagnés de Françoise Perrault, spécialiste de la question. C'est une capitale du vitrail pour la France, hein, tout à fait. C'est aussi riche qu'une ville comme Rouen ou comme Bourges ou autre. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire du vitrail depuis le XIIe siècle, avec les restes de ce qui venait peut-être de la chapelle des comtes de Champagne, jusqu'au XVIIe siècle, puisque nous sommes devant Saint-Pantaléon, où les vitraux sont de 1661 et même plus, pour le chœur haut. Au programme également, découverte de vitraux d'autres églises troyennes, comme celle de Saint-Nizier ou de Saint-Pantaléon, de véritables œuvres d'art qui sont caractéristiques de l'école troyenne, dite de l'école de Champagne. Sa caractéristique, c'est un certain type de peinture. C'est une sorte de style qu'on retrouve toujours dans les visages, dans le traitement de la peinture, certaines particularités techniques comme beaucoup de montures en chef-d'œuvre, voyez, et qu'on va retrouver dans toute la Champagne, autour de Troyes, mais ça va descendre même un petit peu vers le nord de la Bourgogne. À l'origine, les vitraux étaient destinés à éduquer les croyants, ces derniers ne sachant pas lire, ces représentations de scènes religieuses leur permettaient d'apprendre certaines valeurs. Et si l'on peut encore les découvrir aujourd'hui, c'est notamment grâce à une bonne préservation de ce patrimoine. Ce qui a été un choix, peut-être des gens qui l'ont fait à cette époque, c'est que quand ils ont reconstruit leurs églises, beaucoup, ou modifié au XVIe siècle, c'était de la pleine couleur, vous voyez. C'est ce que nous regardions à la cathédrale, hein. C'est bon. Et puis, c'est un type de peinture assez particulier et ça va irradier dans toute la Champagne. Cette visite fait partie d'un colloque plus important, organisé par l'association Rencontre avec le patrimoine religieux, qui se déroule sur 3 jours à Troyes, de portée internationale. Il est consacré aux espaces du sacré entre la Renaissance et la Révolution. Les vitraux permettent de mieux appréhender cette période historique. Ce que ça apporte, ça permet de mieux comprendre une époque, de mieux comprendre aussi les techniques de fabrication et de production du vitrail, et puis aussi et surtout pour nous d'en étudier l'iconographie dans la perspective des transformations qui ont été apportées à la suite du Concile de Trente. La clôture est prévue demain soir. En attendant, les participants pourront s'intéresser à la naissance du confessionnal ou encore du souci de la décence à travers l'aménagement de certaines églises. Du football pour cause de trêve internationale, pas de match de Ligue 2 pour les Stacks ce week-end. Les Troyens ont tout de même chaussé les crampons cet après-midi pour un match amical sous les yeux de Guy Roux, l'ex-entraîneur d'Auxerre. Les joueurs de Jean-Marc Furlan étaient à Migène dans Lyon pour y affronter une sélection de l'UNFP, une équipe composée donc de joueurs au chômage. Les Troyens ont gagné 4-0, début signé Obadi, Claudio Beauvu et Grégory Bétiol par 2 fois. Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, a livré ses impressions après donc cette victoire à David Mutel, juste après la rencontre. Vraiment un match championnat dans l'engagement physique. C'était un match très engagé et je comprends parce qu'on joue contre
contre les joueurs qui cherchent un club. Et ils ont besoin de se montrer, ils ont besoin de s'afficher. Donc ils s'engagent beaucoup, hein, ils ont mis beaucoup de force. Donc de ce point de vue-là, on a été servi sur le plan de l'engagement physique. C'était vraiment comme un match championnat, même des fois un peu au-delà. Et ensuite, on a pu effectivement, comme on a composé deux systèmes et deux compositions d'équipes différentes, surtout devant, il y a des garçons qui cherchent à avoir du temps de jeu supplémentaire, à gagner des passes de titulaires. Donc il y a une vraie émulation dans l'équipe, une vraie concentration pour mettre du rythme, mais les joueurs jouent vraiment le jeu. Et le prochain match officiel, cette fois pour les Troyens, ce sera vendredi prochain, le 15 octobre. Donc, ce sera face à Boulogne-sur-Mer en Ligue 2 pour le compte de la 10e journée donc, de Ligue 2. Les Nuits de Champagne, c'est dans un peu plus de 2 semaines maintenant, mais le festival de musique de l'agglomération troyenne a déjà commencé, notamment au lycée chrétien de Troyes. Depuis le début d'année, un projet de sensibilisation y est mené, notamment un projet de sensibilisation à la chanson. Voici les images. Cette semaine, un atelier d'écriture a notamment été proposé à une classe de seconde. Un atelier animé par un auteur, compositeur, interprète. Cet après-midi, c'était l'heure de la représentation. Les lycéens ont assuré devant leurs camarades la première partie du concert acoustique de Lilister. Pierre-Marie Bocard est le délégué général du Festival des Nuits de Champagne. Je crois que les lycéens, c'est une génération qui vit avec la chanson dans son quotidien, du matin au soir et du soir et toute la nuit. Donc c'était un peu logique et incontournable que les lycéens soient associés en acteurs du Festival Nuits de Champagne. Et cette idée de leur proposer cet atelier d'écriture, précisément, leur offre la possibilité de devenir acteurs, écrivains de chansons de ce Festival Nuits de Champagne, ce qui est un beau symbole. Je ne suis pas surpris ni par l'accueil qu'a eu cet atelier et le vécu de la classe de seconde du lycée chrétien de Troyes. Et je pense que cette opération va se pérenniser parce que c'était une véritable attente du festival, mais aussi pour les lycéens, ce qui est un vrai gage de pérennité à mon sens. Après les Nuits de Champagne, on referme donc ce journal par ce qui devient également un élément incontournable de la vie troyenne. Les clés de Troyes. Depuis mardi, les 8000 étudiants troyens étaient invités à faire la fête avec un raid urbain ou avec des visites organisées dans les lieux symboliques de la cité Tricasse. Hier, la grande soirée de clôture a été lancée par la remise des clés de Troyes, donc place de l'Hôtel de Ville. Marc Sébéran, premier maire adjoint de Troyes, et Georges-François Leclerc, le préfet de l'Aube, étaient là pour remettre les clés aux représentants des associations étudiantes. La soirée s'est prolongée avec un village associatif, puis dans les bars du centre-ville ainsi qu'à l'Espace Argence avec des concerts de groupes locaux lors de la nuit Campus 3. Ce journal est à présent terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, on se retrouve pour la météo avec Sandra Durup. Le prochain journal, c'est lundi avec une nouvelle édition de votre JT. Je serai fidèle au poste. Bon week-end à tous sur Canal 32.